Pour discuter de ce sommet du G20 en Indonésie et de la stratégie du Canada dans la région Indo-Pacifique, je retrouve Dominique Cahouette, qui est politologue au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. Bonsoir, professeur Cahouette. Oui, bonsoir. C'est donc une visite très attendue du premier ministre Trudeau et de la ministre Joly en Asie. Ça fait suite, évidemment, au dévoilement de la stratégie Indo-Pacifique du Canada la semaine dernière. On l'a entendu il y a un instant, pas question de reculer sur cette stratégie, selon Mélanie Joly. Madame Joly est d'avis que la Chine s'écarte de plus en plus des valeurs canadiennes et que les entreprises qui ont des activités en Chine sont confrontées à des risques d'ingérence politique et de violation des règles commerciales. Alors, je vous demanderais d'abord à quel point c'est un changement de ton du Canada face à la Chine, surtout par rapport à la période d'emprisonnement des deux Michael, selon vous? Je pense qu'on assiste au positionnement, un repositionnement stratégique, donc une stratégie à plus long terme du Canada dans la région. Il y a, je vous dirais, une double impulsion pour ce mouvement-là. Le premier, c'est que, à part la visite de Justin Trudeau en 2017, lorsqu'il avait participé à la rencontre de l'ASEAN et un peu annoncé que le Canada serait de retour, il y a eu peu d'engagement ferme du Canada depuis cette époque. Et entre-temps, on a eu l'autre impulsion, on a eu l'arrestation des deux Michael qui a vraiment mis un terme, je crois, à des relations vraiment cordiales avec la Chine. On assiste à une période beaucoup plus tendue et plus délicate au niveau diplomatique de la part du Canada. Oui, parce que, bon, à Bali, le président chinois Xi Jinping assiste au sommet du G20, mais le premier ministre Trudeau n'a pas précisé s'il souhaitait le rencontrer. Bon, le sommet a lieu alors que le Parti conservateur, ici à Ottawa, demande une enquête sur des accusations d'interférence de la Chine dans les élections générales de 2019 au Canada. Qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre le Canada et la Chine après la crise des deux Michael, le bannissement de Huawei du réseau 5G et tout le reste, finalement? Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation entre les deux pays à ce stade-ci? Je pense qu'on assiste à une période complexe et ça va prendre beaucoup de doigté diplomatique de la part du Canada. D'une part, il est évident que la Chine devient de plus en plus une puissance économique et la superpuissance économique qu'elle sera. D'autre part, on assiste également à une Chine qui s'affirme de plus en plus au niveau international et qui n'est pas prête à se faire donner des leçons. D'autre part, le Canada cherche à se positionner non seulement en Chine, mais par rapport à l'Asie du Sud-Est, ce qui explique sa présence actuellement. Il va être présent à la réunion de l'ASEAN. Il était présent à la réunion de l'ASEAN, l'ANAS, des pays de la région, les 11 pays qui sont entre la Chine et l'Inde. Et il sera également présent à la réunion de l'APEC plus tard cette semaine. Oui. Pour rester sur la Chine pour le moment, parce que la ministre Joly utilise quand même des termes qui sont assez forts pour parler de la Chine. Elle qualifie de puissance perturbatrice, selon ses mots, mais sans décourager quand même complètement le commerce entre le Canada et la Chine, du moins pour l'instant. Le Canada s'en tient donc à des interventions stratégiques en bannissant, par exemple, le géant Huawei de son réseau 5G. On sait qu'on est déjà dans une période d'inflation alors que c'est de plus en plus difficile pour plusieurs Canadiens de payer des biens de première nécessité. Je vous demanderais, est-ce que ça va être possible pour le Canada de freiner la puissance économique de la Chine sans trop en souffrir de façon économique lui-même pour le pays? Je pense que le Canada n'a pas avantage à prendre un ton moralisateur d'une part. Je pense que le Canada aussi doit réaliser qu'il est confronté à une puissance économique et bientôt militaire beaucoup plus puissante que le Canada, c'est évident. Je pense que le Canada avait beaucoup misé sur faire des affaires en Chine au moment de l'ouverture économique et je vous dirais jusqu'à l'arrestation des Michael et l'extradition, la détention sous résidence de la vice-présidente de Huawei, il y avait quand même un certain optimisme sur le potentiel des relations entre le Canada et la Chine. Maintenant, je pense qu'il est important de se souvenir d'une vieille maxime en relations internationales, que le commerce adoucit les mœurs. C'est un classique, c'est un peu une image. Mais je pense que le dialogue est nécessaire. Et je pense que dans des situations tendues comme celle maintenant, je pense que chercher à créer des ponts et à dialoguer, c'est important. Je pense que c'est important de montrer aussi que le Canada prend au sérieux l'ingérence chinoise. Et je pense aussi que le Canada peut envoyer un signal fort à la Chine en disant il y a d'autres partenaires dans les régions qui ont des taux de croissance aussi avantageux que la Chine, avec lesquels on peut faire du commerce. Il y a également l'Inde, et c'est pas pour rien qu'on appelle la stratégie Indo-Pacifique, parce qu'au fond, c'est une façon
d'exclure la Chine, c'est-à-dire on l'a vu avec l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis avec leur nouvelle stratégie AUKUS. Je pense que le Canada cherche à trouver sa position stratégique par rapport à l'Asie. Je pense que on a tardé à le faire. Je pense qu'il faut aussi refaire des relations avec les autres pays de la région qui ont vu le Canada apparaître et disparaître et souvent être dans les moments où il y a une grande exposition médiatique et par la suite s'absenter et avoir peu d'engagements qui se maintiennent dans le temps. Bon. Donc, je pense que c'est un véritable défi. Oui, vous avez parlé de l'Inde. Je veux justement y revenir avec vous parce que un des volets de la nouvelle stratégie canadienne dans la région Indo-Pacifique, c'est la diversification des investissements canadiens plutôt que de se concentrer tous les efforts dans l'économie chinoise. Ottawa veut favoriser les liens économiques avec d'autres pays de l'Asie et de l'Indo-Pacifique, notamment l'Inde. À quel point l'Inde pourrait jouer un rôle important pour le Canada dans le futur? Actuellement, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'Inde est heureuse que le Canada lui accorde, l'inclut dans sa stratégie Indo-Pacifique. L'Inde est heureuse parce qu'elle-même cherche à faire contrepoids à la Chine. Donc, je pense que jusqu'à un certain point, il y a une certaine facilité, il y a un certain intérêt mutuel. Mais en même moment, faire du commerce avec l'Inde a ses propres complications et c'est un défi. Donc, je pense que quand je disais en début d'entrevue que c'était un délicat jeu de négociations diplomatiques et commerciales et sécuritaires, je pense que c'est le cas. Et je pense que en prenant un langage peut-être moralisateur ou trop définitif, peut-être comme le ministre Joly a tenté de faire, oui. On gagne peu de gains parce que le dialogue est nécessaire. Il y a une autre phrase qu'on utilise souvent par rapport à des régimes autoritaires, c'est que talk is not free. Discuter, dialoguer n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on entre dans des processus de dialogue, il y a des espaces qui se créent, il peut se créer des ententes tout en maintenant ses positions sur certains points essentiels. Mais je pense que ça pose une question importante de quelle manière on va interagir avec la Chine et aussi quels signaux on va envoyer aussi aux pays qui sont dans la région qui entoure la Chine. Oui. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, et je vais terminer là-dessus, professeur Cahouette, c'est qu'Ottawa flaire des bonnes affaires dans la région Indo-Pacifique et espère pouvoir exporter des minéraux critiques, de l'hydrogène, du gaz naturel liquéfié et tirer profit aussi de son expertise en matière d'intelligence artificielle. À quel point cette région Indo-Pacifique, c'est important pour l'économie du Canada? Moi, je pense que c'est une région qui a été négligée. C'est-à-dire que si on pense à des régions de l'Asie du Sud-Est, comme je mentionnais, les pays qui sont entre la Chine et l'Inde, on a l'Indonésie, qui est un pays immensément quatrième pays le plus populeux. On a les Philippines, le Vietnam, on a des diasporas vietnamiennes et philippines importantes au Canada. Il y a des liens qui peuvent se renforcer. Ce sont des économies qui ont des taux de croissance semblables à la Chine, donc on parle 6 ou 7 qui s'en sont relativement bien tirés à travers la COVID. Donc, c'est des économies qui repartent et aussi qui offrent des potentiels intéressants pour le Canada parce que on a une certaine expertise, que ce soit surtout dans, par exemple, la gestion des forêts de façon plus écologique. On a une expertise aussi au niveau de la pharmaceutique. Il y a des expertises qui avaient été reconnues au niveau aéronautique. Il y a des expertises aussi au niveau de l'industrie culturelle. Donc, il y a des intérêts, il y a une classe moyenne importante, et on l'a vu dans le discours de M. Trudeau qui parlait que ça serait bénéfique aux classes moyennes, que ce soit en Inde, mais dans les pays de la région. Il y a des intérêts mutuels qui sont importants, mais ça demande, comme je disais tantôt, un doigté, mais aussi une connaissance approfondie, parce que chacun des États dans la région de l'Asie-Pacifique ou dans l'Indo-Pacifique ont leur propre histoire. Et je pense qu'on pourrait miser davantage sur le renforcement des liens à travers les sociétés civiles, qui était mentionné dans le plan qui est annoncé avant le départ de M. Trudeau et qui a été annoncé aussi lorsqu'il était à Cambodge, son engagement par rapport à l'Asie du Sud-Est. Je pense qu'il y a bel et bien un potentiel important, mais qui va nécessiter un engagement sur le long terme avec des gestes concrets. Donc, au-delà des sommets, lorsqu'une fois M. Trudeau sera de retour et Mélanie Joly aussi, on va devoir vraiment s'assurer que cette connaissance-là, ces engagements-là tiennent la route et on puisse aussi mobiliser, je dirais, les diasporas
des pays de la région qui sont au Canada. La population indienne Ouais. est importante, d'origine indienne et d'origine vietnamienne et philippine est très importante. Les Philippins sont le groupe qui la croissance d'immigration est la plus rapide au Canada avant la pandémie. Donc, comme vous dites, une région au potentiel important. C'est important qu'on s'y consacre. Dominique Cahouette, je rappelle que vous êtes politologue au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.